Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler d'une nouvelle Wunderwaffen avec le plus connu, le Panzer VIII Maus. Allez, c'est parti. Le 21 mars 1942, le professeur Ferdinand Porsche est sollicité par le dictateur car il ne veut plus que l'armée allemande soit confrontée à la désagréable surprise constituée par le char moyen soviétique T-34-76. Le chancelier veut alors que la Wehrmacht dispose d'un char lourd capable de contrer les futurs blindés que l'ennemi pourrait développer. Déjà, pour faire face à la menace présente et future des chars lourds soviétiques, les autorités allemandes édictent le 1er novembre 1941 le cahier des charges d'un Panzer de 70 tonnes. Avec un blindage frontal de 140 mm d'épaisseur et latéral de 100 mm, le VK 70.01 apporte une protection sans précédent à son équipage. Toutefois, ce projet de char super lourd avance bien trop lent et c'est à ce moment-là qu'entre en scène le professeur Porsche. L'ingénieur allemand se penche alors sur cet ambitieux programme désigné Mammouth qui doit peser 100 tonnes, dont le tout premier démonstrateur doit être livré en mai 1943. Pour ne pas alerter les services de renseignement alliés, le projet sera référencé sous le terme de Maus ou la souris dès juillet 1942. Le 4 juin 1942, une première esquisse dessinée par l'ingénieur Leopold Schmidt est présentée sous l'appellation K3381. Fidèle aux habitudes prises sur les modèles plus modestes comme le Tigre, la transmission fait appel à un système mêlant électromoteur, générateur électrique et un 16 cylindres diesel refroidi par air. La pression au sol est alors estimée à 0,92 kg par cm². Aussi référencé Porsche Type 205, le char présente un blindage frontal de 120 mm et son armement se compose d'un canon de 45 cm KWK L40. Le poids théoriquement de 120 tonnes, dont 23 pour la seule tourelle. La pièce est puissante, mais les 43 kg de son projectile hypothèquent la cadence de tir. En outre, la vitesse initiale de 518 mètres par seconde est jugée insuffisante. En effet, à longue distance et sur des cibles mouvantes, le tireur doit composer avec une trajectoire non tendue qui nécessite d'interminables corrections. Dans ces conditions, une nouvelle munition de seulement, si je puis dire, 34 kg est mise au point. Ainsi, les deux chargeurs peuvent soutenir une cadence de 4 à 5 coups et la vélocité atteint désormais les 845 mètres par seconde. Bien que puissant, le 15 cm KWL40 paraît assez difficile à intégrer dans l'espace restreint d'une tourelle et un 12,8 cm avec une vitesse initiale de 840 mètres par seconde est envisagée. La taille des munitions limitant leur remport et pour économiser les précieux obus de 15 cm, la décision est prise d'armer en sus le blindé super lourd d'un canon de 7,5 cm L24, identique à celui monté sur les premiers Panzer IV. Oui, le petit canon là que vous voyez, c'est le fameux canon qui équipait les Panzer IV. Je vous laisse imaginer quand même la taille du char. Bien que ses performances balistiques ne soient pas très élevées dans le domaine de la lutte anti-char, sa munition explosive est suffisante pour réduire au silence les points d'appui non bétonnés. En parallèle, une nouvelle étude est menée sur le choix final de la pièce. Ainsi, en décembre 1942, le montage d'un canon d'origine navale, le SKC-34 de 2,7 cm, tirant un obus de 28 kg à la vitesse de 830 mètres par seconde est proposé. Dans le même temps, des tubes de flak de 12,8 cm sont à l'étude et une version terrestre, rallongée à 55 calibres, est envisagée. En janvier 1943, le chancelier intervient pour stopper ce foisonnement de suggestions. Les premiers engins doivent alors être dotés d'une pièce de 12,8 cm tirant une Panzergranaden 3943, transperçant jusqu'à 110 mm de blindage sous une incidence de 30 degrés à 1000 mètres. Le 1er mai 1943, une maquette est enfin proposée au chancelier. Séduit, ce dernier accepte de valider le dessin final du blindé lourd, dont le poids est estimé alors à 188 tonnes. On est loin des 100 tonnes d'origine. Le 1er août, les premières pièces du Maus numéro 1 V1 sont envoyées aux usines Alket. Mi-septembre, l'assemblage commence sans la tourelle qui n'est pas terminée. Un contrepoids de 55 tonnes vient alors s'y substituer. Une fois la caisse assemblée, le chancelier ordonne le transfert du prototype au centre d'essai des blindés de Kummersdorf, près de Berlin. Néanmoins, le 23 décembre, des tests officieux commencent dans le cours de l'usine Alket.
En effet, les ordres de Speer sont de ne pas essayer la machine hors de sa présence. La tentation est toutefois trop grande car le mouse est prêt et les ingénieurs veulent vérifier que tout fonctionne avant sa présentation officielle. Le massif engin parvient à sortir par ses propres moyens de son hangar. Pour un prototype, le V1 se comporte plutôt bien. Les ingénieurs profitent de l'occasion pour régler quelques problèmes techniques, comme des difficultés à opérer un demi-tour sur place par ripage des chenilles. Son transport par voie ferrée au centre d'essai des blindés de Kummersdorf, près de Berlin, nécessite l'utilisation d'un wagon spécial comportant par moins de 14 essieux. Les tests commencent en février 1944 sur un parcours supérieur à 16 km. Pendant que le V1 est testé, les pièces du deuxième prototype, désigné V2, sont acheminées chez Alket pour être assemblées. La caisse du Maus 205-2 arrive sur le terrain d'essai de Poppliken le 10 mars 1944 sans mécanique pour le propulser. Le 3 mai 1944, la première tourelle est enfin livrée par groupe. En juin de la même année, le V2 reçoit finalement sa tourelle, puis le 3 octobre, le 12,8 cm est installé. En octobre 1944, le MB517 diesel est monté. Mais lors des premiers tours de chenille, un mauvais accouplement entre le bloc propulseur et la génératrice a abouti à la casse du vilebrequin. Une fois réparé, le Maus 205-2 est transféré au centre d'essai Kummersdorf. La production totale de Panzer VIII est estimée à 11 engins, 9 en cours de fabrication et 2 roulants. En 1945, des clichés pris par les Américains dans l'usine Group font état d'un troisième Maus dont les pièces principales ont été terminées et qui aurait pu commencer à être assemblé. D'autres éléments sont visibles, dont une tourelle numéro 4 et une caisse. Alors que penser de ce char? Tout a été dit. Délire d'ingénieur mégalomane, fantasme ou folie mécanique, obsession pour le grandiose du chancelier, gaspillage de temps, d'énergie, de matières premières, de personnel. L'analyse des données brutes tend en effet à conclure que le Maus n'avait aucune valeur militaire. Lourdement handicapé par sa mobilité sur sol peu porteur, gourmand en carburant, volumineux, le char super lourd allemand cumule les handicaps. Son transport est en outre des plus problématiques. Cheminer par ses propres moyens lui est interdit à cause de sa masse incompatible avec les ouvrages d'art, tels que des ponts. Le chemin de fer n'est pas non plus la solution idéale car son gabarit l'empêche de passer par tous les tunnels. Pour contourner en partie ce handicap, les ingénieurs ont alors prévu d'équiper le Maus d'un Strottnell. Grâce à ce système, l'engin peut franchir par ses propres moyens des coupures humides d'une profondeur maximale de 9 mètres quand même. Sa mobilité stratégique est au mieux médiocre et demande des moyens logistiques colossaux. Quant à sa mobilité tactique, elle est déplorable. Sa vitesse d'exécution et les contraintes inhérentes à ses dimensions limitent donc son champ d'action. Dans ces conditions, le Maus n'est pas un char d'assaut et n'a quasiment aucun caractère offensif. Pourtant, le véritable rôle de ce Panzer super lourd n'est pas de se mesurer aux blindés ennemis lors de duels. Si dans un premier temps, le Panzer VIII est conçu pour prendre à partie les chars lourds russes, sa mission se borne alors à être une contre-mesure destinée à affronter les futurs engins soviétiques. L'évolution de la situation sur l'Ostfront de fin 1943 et la crise des effectifs de la Wehrmacht font progressivement évoluer la vision que peuvent avoir les autorités allemandes du Maus. Sa nouvelle mission, comme les autorités allemandes l'ont conceptualisée, est alors de servir de forteresse mobile pour casser, si je puis dire, l'avance des divisions blindées soviétiques. Ainsi, d'un char d'assaut à caractère offensif, il devient une arme défensive capable de donner un coup d'arrêt à une offensive russe. Désormais, son rôle est d'assurer une défense mobile, en tant que bunker sur chenille. Son blindage est en effet invulnérable aux distances usuelles de combat. Associé à un télémètre, son canon de 12,8 est théoriquement capable de venir à bout de tous ses adversaires jusqu'à 3500 mètres. Bien évidemment, si on fait abstraction de la précision forcément perceptible à une telle distance. Ainsi, pour être plus en adéquation avec la réalité balistique, tout blindé ennemi qui pénétrerait dans un cône de 2 à 2500 mètres serait immanquablement détruit. De Maus sont alors en mesure de contrôler 8 km de front, ce qui correspond peu ou prou à la longueur qu'une infanterie division doit alors contenir. Schématiquement, deux Maus s'appuyant mutuellement peuvent faire économiser l'effectif d'une division d'infanterie à une époque où l'immensité des steppes russes oblige la Wehrmacht à étirer son dispositif défensif au-delà du raisonnable pour tenter de faire face à une armée rouge capable de frapper où elle veut et quand elle veut. Toutefois, deux Maus isolés sont bien incapables de résister à une offensive mécanisée de l'armée rouge. Casseurs de chars à pied et aviation d'assaut auraient transformé les mastodontes en carcasses fumantes.
Pour faire face à l'aviation d'attaque au sol soviétique, chaque Maus aurait alors disposé de 2 Flak Panzer lourds comme des Panther goélians armés de tubes doubles de 3,7 cm. Ces engins peuvent alors éventuellement faire du tir direct sur des cibles terrestres peu protégées. Un groupe de Panzer grenadiers se tient également prêt à intervenir pour empêcher l'infanterie soviétique de s'approcher trop près et d'endommager les Maus avec des charges explosives. En arrière du front, un groupe de E-50 forme une réserve mobile. Si des T-34-85 venaient à percer la zone de feu tenue par les Maus, ils lanceraient une contre-attaque pour colmater la brèche. En cas de pression trop forte, les chars lourds peuvent aussi reculer pour se positionner plus favorablement. Ainsi a été conceptualisé l'art du combat pour des Maus avec les E-50. Et évidemment, comme vous en doutez, aucun de ces chars ne participera à de combats. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, à aimer, liker et partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.